Voilà, donc maintenant on va pouvoir passer au point numéro 3 qui va être le gros morceau de la vidéo, où on va parler de la blockchain et de son fonctionnement. Donc on va vraiment rentrer en détail sur, comment fonctionne la blockchain et ce que c'est réellement, mais on va déjà dans un premier temps la définir. Donc en fait, la blockchain, c'est un registre de comptes décentralisé, transparent et immuable. Ce sont ces 3 critères-là qui donnent toute la valeur à Bitcoin. Le fait que ce soit décentralisé, que personne ne puisse le contrôler, que ce soit transparent, que tout le monde soit apte à se connecter et à voir en direct qu'est-ce qui se passe sur la blockchain, quelles transactions passent, à quel moment, etc. Et qu'une fois qu'une transaction a été enregistrée sur la blockchain, elle est immuable, plus personne ne peut l'effacer ou la modifier. Et maintenant, on va, à l'aide de certains articles que j'ai choisis, on va rentrer un peu plus en détail là-dedans pour essayer de comprendre comment tout ça fonctionne. Et je vais essayer de vous simplifier cela au maximum, parce que c'est vrai que c'est un petit peu technique, mais on va essayer de simplifier les choses le plus possible. Et donc, on se retrouve tout de suite sur un article du site Vires in Numeris, je ne sais pas du tout si je prononce le nom correctement, que j'ai trouvé très intéressant, très complet, et dont je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Et on va se concentrer donc sur le paragraphe qui est affiché actuellement à l'écran, que je vais vous lire, et on va revenir après en détail sur chacune des choses qui sont citées dans ce paragraphe. Donc, dans Bitcoin, une foule de notions interviennent. Le système est fondé sur un réseau public et décentralisé de nœuds qui font tourner un logiciel open source. Ces nœuds vérifient des opérations cryptographiques et entretiennent un registre distribué et horodaté appelé la chaîne de blocs, registre où sont enregistrées toutes les transactions d'une unité de compte, le Bitcoin. Au sein de ce réseau, un certain nombre d'acteurs appelés des mineurs utilisent la puissance de calcul de leur machine afin de valider les transactions effectuées par le réseau et reçoivent en échange une rémunération en Bitcoin. Tout cela forme un tout harmonique qui permet à Bitcoin d'exister depuis quasiment 12 ans. Donc on voit déjà que cet article a quelques années, puisque Bitcoin aujourd'hui existe depuis bientôt 16 ans, mais c'est pas ça le plus important. Et donc on va reprendre les notions une par une. Donc le système est fondé sur un réseau public et décentralisé de nœuds qui font tourner un logiciel open source. Là déjà, on a une quantité pharaonique d'informations à aller creuser. Donc le réseau public, bien évidemment, c'est la blockchain qui est donc décentralisée. Et on nous parle de nœuds. Donc on va tout de suite aller voir ensemble qu'est-ce qu'un nœud. Et donc on se retrouve sur un nouvel article qui cette fois-ci est du site Ledger, où on va voir un peu plus en détail ce qu'est un nœud sur la blockchain Bitcoin. Donc dans un premier temps, on va regarder ensemble les points clés, et il y a un deuxième paragraphe que je voulais voir avec vous également. Encore une fois, on va pas voir tout l'article, bien évidemment, parce qu'il est très long et très complet. Mais pour ceux que ça intéresse, je vous mettrai le lien en description et vous pourrez aller le consulter. Donc les points clés. Les blockchains publiques utilisent une infrastructure décentralisée qui repose sur un réseau d'ordinateurs appelé nœud. Elle ne repose pas sur des serveurs centralisés comme c'est le cas pour Internet. Donc là, on voit déjà d'où vient la décentralisation de la blockchain. C'est le fait qu'en fait, il y a une quantité astronomique de nœuds sur le réseau Bitcoin qui sont disséminés un petit peu partout dans le monde. Et c'est donc pour ça qu'on ne peut pas leur imposer une législation commune, puisque en fait, il est impossible tout simplement pour tous les pays du monde de s'accorder sur des législations communes. Et c'est donc ce qui fait que le Bitcoin est décentralisé et peut échapper au contrôle des gouvernements. Donc, les nœuds crypto conservent le dernier enregistrement des réseaux de blockchain. Ils vérifient et approuvent en permanence les nouvelles transactions. Ils veillent également à ce que chacun respecte les règles établies par le réseau. Donc là, on voit aussi, on commence à toucher du doigt pourquoi la blockchain Bitcoin est immuable. Et donc, on va développer un petit peu ce point par après, vous allez voir. Il existe de nombreux types de nœuds ayant des cas d'utilisation différents, tels que les nœuds de minage et de validation qui créent et proposent de nouveaux blocs. On reviendra un petit peu sur cette ligne-là un peu plus tard dans la vidéo. Donc cet article vous explique ce qu'est un nœud crypto, comment il fonctionne et ce qu'il apporte aux transactions sur la blockchain. Donc on va juste descendre un tout petit peu
pour aller chercher ce paragraphe qui est surligné là. Donc, qu'est-ce qu'un nœud crypto? Un nœud crypto est un ordinateur distinct capable d'interagir avec un réseau de blockchain et qui en fait partie. Sur la plupart des blockchains, chaque nœud est un ordinateur distinct qui stocke toutes les informations de la blockchain, également appelé registre distribué. Puisque chaque nœud possède une copie des mêmes informations, ils peuvent procéder à des vérifications mutuelles. Et donc, là, on commence à comprendre pourquoi la blockchain Bitcoin est immuable. En fait, la blockchain, c'est ni plus ni moins qu'un registre de comptes numérique. Un petit peu comme un tableau Excel, ou encore même plus simple, un livre de comptes, où vous écrivez à chaque fois toutes les transactions que vous avez. La seule chose, c'est qu'en fait, ce livre de compte, si vous écrivez quelque chose dans un livre de compte, il y a quelqu'un qui vous vole votre livre ou qui le jette au feu et c'est terminé, on n'en parle plus. Ce qui est différent avec la blockchain, c'est qu'en fait, que quand quelqu'un va rajouter une ligne sur ce livre de compte, en fait, ce livre de compte, il est automatiquement démultiplié à travers le monde entier et à travers des milliers d'ordinateurs différents. Ce qui fait que même si quelqu'un vous vole, vous, votre ordinateur ou votre livre de compte et le jette au feu, en fait, il y a toujours tous les autres qui ont la copie, qui ont toujours la copie intacte et qui donc peuvent vérifier quelle était la transaction d'avant, quelle était censée être la transaction suivante. Et c'est ce qui fait qu'on ne peut pas changer une fois qu'une transaction est inscrite sur la blockchain, on ne pourra pas la changer, puisqu'en fait, il y a des milliers d'ordinateurs partout dans le monde qui ont la copie des transactions et qui donc seront capables de dire non, 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 là, il y a quelque chose qui va pas sur cette transaction-là. Moi, c'était pas l'information que j'avais. Et tous les autres ordinateurs non plus. Donc, on sait qu'il y a eu un problème à cet endroit-là et donc on rejette cette transaction. C'est ce qui rend la blockchain immuable. En fait, c'est un consensus à travers des milliers d'acteurs différents qui ne se connaissent pas, qui n'ont pas confiance les uns dans les autres, mais qui pourtant, en fait, se mettent d'accord pour vérifier et pour maintenir un système, en fait, qui fonctionne grâce à cette interconnexion, en fait, de différents ordinateurs partout dans le monde. Donc les nœuds sont capables de vérifier, d'enregistrer les nouvelles transactions et de les diffuser sur le réseau sans recourir à une entité centrale. Plus il y a de nœuds crypto, plus il est difficile de manipuler l'ensemble du système. En effet, pour corrompre une blockchain, il faut bien souvent qu'un pirate parvienne à contrôler plus de 51% des nœuds. Cela est pratiquement impossible sur les réseaux populaires, tout simplement à cause du nombre élevé de nœuds qu'il faudrait contrôler. Donc, quand on parle de réseaux populaires, on parle des cryptos les plus connus, bien évidemment, Bitcoin en fait partie, également peut-être Ethereum. Voilà. Donc en fait, aujourd'hui, un des moyens en tout cas, et peut-être c'est pas le seul, mais un des moyens qu'on aurait en gros d'attaquer le Bitcoin et d'en prendre le contrôle, ce serait de posséder 51% des nœuds de validation. Et au vu du coût énergétique que cela engendrerait en puissance de calcul pour prendre contrôle de 51% de la puissance de calcul et des nœuds, c'est quasiment impossible que cela arrive, tout simplement parce que ça demanderait un coût astronomique d'investissement pour en plus faire tomber le Bitcoin, donc pour aucun intérêt spéculatif, on n'aurait aucun retour financier en fait sur ce type d'attaque, puisque ça ferait simplement s'effondrer tout simplement le Bitcoin. Voilà, donc je pense que pour les nœuds, on a fait à peu près le tour en tout cas pour cette vidéo. Encore une fois, pour ceux qui veulent aller plus loin, vous avez les liens de l'article de Ledger en description, ce qui vous permettra d'en savoir beaucoup plus si vous le souhaitez. Donc on va revenir à notre article numéro 1. Donc ces nœuds vérifient des opérations cryptographiques et entretiennent un registre distribué et horodaté appelé chaîne de blocs, registre où sont enregistrées toutes les transactions d'une unité de compte, le Bitcoin. Donc en fait, c'est exactement ce qu'on vient de voir sur l'article de Ledger, donc où en fait les nœuds sont là pour vérifier qu'il n'y ait pas de falsification de la blockchain, et comme chaque millier d'ordinateurs qui est connecté au réseau Bitcoin ont chacun une copie intégrale de ce que doit être le réseau, ils peuvent s'interconnecter pour vérifier qu'il n'y a pas eu de falsification des opérations. Et en fait, la blockchain, donc la chaîne de blocs, c'est juste un enchaînement de blocs d'opérations qui sont horodatés
pour qu'on puisse bien vérifier en fait qu'ils s'emboîtent bien tous les uns à la suite des autres et qu'il n'y en a pas un à un moment donné qui aura été intercalé là où il n'aurait pas dû être ou ce genre de choses. Donc, registre où sont enregistrées toutes les transactions d'une unité de compte, le Bitcoin. Donc là, on parle bien évidemment de la blockchain Bitcoin. Et donc, en fait, toutes les transactions que vous allez faire en Bitcoin sont enregistrées sur cette blockchain. Au sein de ce réseau, un certain nombre d'acteurs, appelés des mineurs, utilisent la puissance de calcul de leur machine afin de valider les transactions effectuées par le réseau et reçoivent en échange une rémunération en Bitcoin. Tout cela forme un tout harmonique qui permet à Bitcoin d'exister depuis quasiment 12 ans. Donc, là, on va aborder un nouveau sujet très important de la blockchain Bitcoin, les mineurs et la création de nouveaux Bitcoins. Et donc, on se retrouve sur un troisième article qui est cette fois de Bitpanda. Donc, vous aurez à nouveau les liens en description si vous voulez en savoir plus. Et on va regarder du coup ce qui est affiché à l'écran et décortiquer tout ça paragraphe par paragraphe. Donc, le fonctionnement du minage de Bitcoin. Donc, à l'instar des chercheurs d'or munis de pioches et de pelles, un mineur de Bitcoin a besoin de deux choses, du matériel de minage et de l'énergie. Les mineurs mettent à disposition des réseaux de crypto-monnaies en proof of work, comme Bitcoin, la puissance de calcul et l'électricité de leurs machines. Donc, on va déjà s'arrêter et faire un point sur ce qu'on vient de dire ensemble, puisqu'on vient de mettre le doigt sur un critère très important du fonctionnement de la blockchain Bitcoin, le fameux proof of work ou preuve de travail en français. La preuve de travail, c'est un des éléments qui va contribuer à la sécurité du réseau Bitcoin. En fait, pour faire très simple, la création de nouveaux Bitcoins, elle se fait en résolvant des problèmes mathématiques, on va voir ça tout de suite après, et ça se fait avec du matériel informatique qui s'appelle aujourd'hui des ASIC, qui sont branchés donc sur la blockchain, qui tournent en permanence pour essayer de résoudre un problème mathématique. Et quand votre ASIC résout le problème mathématique en premier, il va pouvoir inscrire les transactions qu'il voulait sur la blockchain. Et en récompense de cette inscription qui sera validée par les autres ordinateurs qui sont connectés au réseau pour vérifier qu'il n'y ait pas d'anomalie sur la blockchain, vous recevrez des nouveaux bitcoins fraîchement minés, tout neufs, pour avoir participé à la sécurisation du réseau Bitcoin. Voilà, on va avancer un peu plus loin dans l'article et on reviendra peut-être sur quelques notions un peu plus tard. Concrètement, miner consiste à résoudre des énigmes mathématiques complexes. Les ordinateurs des mineurs, appelés nœuds, agrègent les transactions individuelles des 10 dernières minutes, l'intervalle fixe entre deux blocs Bitcoin en blocs. Ils entrent ensuite en compétition pour être les premiers à résoudre un challenge cryptographique permettant de valider le nouveau bloc à ajouter à la blockchain. Donc c'est à peu près ce que je vous ai expliqué avant de lire ce paragraphe-là. En fait, on résout des problèmes mathématiques complexes. Donc on voit que les ordinateurs des mineurs sont également appelés nœuds, puisqu'effectivement, en fait, tous les mineurs du réseau Bitcoin sont automatiquement des nœuds. À l'inverse, par contre, tous les nœuds ne sont pas forcément des mineurs. Et donc ils agrègent les transactions dans des blocs et ils essayent de résoudre un problème mathématique pour agréger ces transactions à la blockchain. Et donc, il y a un nouveau bloc qui est ajouté à la blockchain toutes les 10 minutes, ce qui fait qu'on a une création de nouveaux bitcoins toutes les 10 minutes. Donc voici le fonctionnement en détail. Les transactions initient l'ouverture d'un bloc. Les données de transaction y sont inscrites, puis le bloc est refermé et un hash contenant tous les détails chiffrés de la transaction est généré. Chaque nouveau bloc incorpore les informations du bloc précédent, formant ainsi une chaîne infalsifiable, ce qui garantit qu'une même unité monétaire ne peut pas être dépensée deux fois. Donc là encore, dans ce paragraphe, on a beaucoup de choses importantes à reprendre. Donc comme je vous ai expliqué dans le paragraphe précédent, les mineurs, ils regroupent les transactions au sein d'un bloc. Le bloc est fermé. Il est ensuite ajouté à la blockchain avec un code qu'on appelle un hash.
qui reprend des détails du bloc précédent pour être sûr qu'en fait, il doit bien être à cette place-là et qu'il n'y a pas un bloc qui aura été intégré de manière malicieuse. En fait, le problème qu'a résolu Bitcoin, qu'on n'avait pas réussi à résoudre jusqu'à maintenant, et qu'on voit aujourd'hui dans ce paragraphe, c'est le problème de la double dépense. Vous voyez, ce qui garantit qu'une même unité monétaire ne puisse pas être dépensée deux fois. Aujourd'hui, en fait, pourquoi on a des banques et des entreprises centralisées? En fait, ces banques sur qui repose la confiance, elles sont là pour ça, pour vérifier en fait que vous ne dépensiez pas deux fois le même euro. Sauf qu'en fait, on n'avait jamais réussi à le faire de manière décentralisée. Il nous fallait forcément une entreprise centralisée pour contrôler tout ça et vérifier qu'il n'y avait pas de double dépense de vos euros. Et donc, c'est ce que la blockchain Bitcoin a réussi à créer de manière décentralisée. Et donc, on n'a plus besoin d'une entité de contrôle pour vérifier qu'il n'y a pas de double dépense, puisque c'est fait en fait de manière automatique sur la blockchain Bitcoin grâce aux mineurs et grâce aux nœuds. Donc, un seul mineur parvient à résoudre en premier l'énigme mathématique. La solution est alors diffusée à l'ensemble du réseau et les autres nœuds en vérifient la validité. Si tout est correct, le nouveau bloc est ajouté à la blockchain et le processus recommence. Donc voilà, c'est exactement ce que je vous ai dit. Une fois que vous avez résolu un problème mathématique, cette solution, elle va être diffusée sur l'ensemble du réseau pour être vérifiée par les autres acteurs qui sont connectés au réseau. Donc les autres acteurs vont vérifier que votre transaction est bien valide et que vous n'êtes pas un attaquant avec une transaction malicieuse. Et une fois qu'ils ont contrôlé que tout était correct, ce nouveau bloc est ajouté à la blockchain, inscrit, gravé dans le marbre à tout jamais. Donc l'efficacité du minage de Bitcoin est généralement évaluée par le hash rate, qui représente le nombre d'essais effectués chaque seconde par un mineur pour trouver le prochain bloc. Donc là, on a aussi une notion importante de la blockchain Bitcoin, qui est donc le hash rate, qui, pour faire simple, en fait, est le niveau de difficulté des problèmes mathématiques qui va s'ajuster automatiquement. Et ça, c'est quand même assez incroyable. Mais par exemple, il y a quelques années, la Chine a interdit le minage de Bitcoin, alors que je crois que quasiment 40% des mineurs étaient branchés en Chine. Ce qui fait qu'en fait, du jour au lendemain, tous ces mineurs se sont retrouvés dans l'illégalité et ont dû donc débrancher leur machine qui sécurisait le réseau Bitcoin. À ce moment-là, en fait, quand vous avez une grosse partie des mineurs qui se débranchent de la blockchain, ça veut dire que vous avez moins de concurrence pour que vos propres blocs soient validés. Donc vous avez plus de chances que vos blocs soient choisis et donc plus de chances de récupérer des nouveaux bitcoins fraîchement créés. À l'inverse, quand beaucoup de gens sont connectés sur le réseau, quand il y a beaucoup de mineurs qui sont connectés tous ensemble, ça fait plus de concurrence et donc vous avez moins de chances d'être sélectionné, de résoudre le problème mathématique en premier et donc de gagner des nouveaux bitcoins. Et en fait, pour que la sécurité du réseau soit toujours optimale, il faut que les problèmes s'ajustent parce que si vous avez un grand nombre de mineurs qui d'un seul coup se débranchent du réseau, potentiellement ça pourrait créer une faille de sécurité. Donc en fait, quand cela arrive, le hash rate diminue et donc la difficulté des problèmes mathématiques à résoudre diminue également, ce qui fait que les acteurs qui restent connectés au réseau ont plus de facilité à résoudre les problèmes mathématiques et de faire en sorte que la blockchain ne s'arrête pas et que tout continue normalement. Et à l'inverse, quand il y a beaucoup de monde qui est branché sur le réseau, le hash rate augmente et donc la difficulté des problèmes à résoudre augmente également, ce qui fait qu'il y a plus de concurrence et donc moins de chances de récupérer les nouveaux bitcoins qui vont être créés. Mais voilà, tout ça est toujours dans le but de contribuer, dans tous les cas, à la sécurité du réseau Bitcoin. D'ailleurs, quand on est en bear market ou quand le prix du Bitcoin descend, vous avez forcément certains mineurs qui débranchent, puisqu'en fait, le minage coûte extrêmement cher en électricité. C'est d'ailleurs un des reproches qui est fait à Bitcoin. Ce qui fait qu'en fait, quand le Bitcoin passe en dessous d'un certain prix, vous avez certains mineurs qui ne sont plus rentables,
puisqu'en fait, eux, ils doivent payer des factures d'électricité qui sont conséquentes, et donc les nouveaux bitcoins qu'ils récupèrent, soit ils vont les vendre en totalité ou au moins en partie pour pouvoir payer ces factures d'électricité. Et il y arrive un moment où quand le prix du bitcoin a réellement chuté, la vente des nouveaux bitcoins que les mineurs vont récupérer n'est pas suffisant pour couvrir le coût électrique. Et donc à ce moment-là, vous avez donc des mineurs qui se débranchent du réseau, ce qui fait que pour ceux qui restent, c'est plus facile de récupérer les nouveaux bitcoins qui sont créés et donc de faire face à leurs frais. Il y a une chose qu'on n'a pas abordée encore jusqu'à maintenant, et donc on va le faire tout de suite parce que c'est quand même un des points clés de la blockchain Bitcoin, c'est le halving. Alors le halving, qu'est-ce que c'est? En fait, Satoshi, quand il a créé le Bitcoin, il a pensé à ça également. Et il a dit au début, sur les 4 premières années, donc de 2009 à 2013, pour faire très simple, à chaque fois qu'un mineur allait résoudre un problème mathématique et donc ajouter un bloc à la blockchain, il allait recevoir 50 bitcoins. Puis, cette récompense, en fait, elle est divisée par 2 tous les 4 ans. Ce qui veut dire que au halving de 2013, on est passé de 50 à 25. Puis au halving de 2017, on est passé de 25 à 12,5. Puis au halving de 2021, on est passé de 12,5 à 6,25, etc., etc., etc. Pourquoi? Parce que quand Satoshi a codé le Bitcoin, il a fait en sorte qu'il y ait une limite au nombre de Bitcoins qui puissent être émis et que son émission soit de moins en moins inflationniste en fait au fur et à mesure des années. Ce qui fait qu'en fait, la limite de 21 millions de bitcoins, normalement, elle ne peut pas être changée, même si on reviendra là-dessus et on verra que c'est pas totalement vrai. Mais dans l'idée, vous avez une limite à 21 millions de bitcoins. Normalement, vous n'en aurez pas plus, en tout cas dans les conditions actuelles des choses. Et donc, comme des nouveaux bitcoins sont créés toutes les 10 minutes, pour pas qu'on atteigne ces 21 millions trop rapidement, le système de récompense est divisé par 2 tous les 4 ans, ce qui fait en fait que tous les 4 ans, le Bitcoin devient de plus en plus rare, parce que vous avez de moins en moins de nouveaux Bitcoins qui sont créés, ce qui va également participer à sa rareté, et donc forcément également à faire monter son prix, surtout quand il y aura en face, comme on le voit en ce moment, de plus en plus de demandes. Voilà, donc le halving, c'est un événement qui a lieu tous les 4 ans, et c'est généralement quelques mois après ce halving que commence le vrai rallye haussier, la phase parabolique du bull run, où toutes les cryptos explosent et où le Bitcoin monte énormément en prix, même si cette année, ça a été un petit peu différent, puisqu'avec les arrivées des ETF sur le réseau Bitcoin, Bitcoin a dépassé son précédent plus haut avant le halving. Mais il faut savoir que c'est la première fois que c'est arrivé. Peut-être que ça se reproduira sur les prochains cycles, peut-être pas. On verra à ce moment-là. Voilà, donc quoi qu'il en soit, le dernier Bitcoin devrait normalement être miné aux alentours de 2140. Donc je pense que d'ici là, vous et moi, on sera plus là pour le voir. Et à partir du moment où le dernier Bitcoin aura été miné, les mineurs seront récompensés pour la sécurité du réseau uniquement au travers des frais de transaction. Parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais aujourd'hui, donc les mineurs sont rémunérés avec l'émission des nouveaux bitcoins, mais également avec les frais de transaction. Et donc, peut-être que quand les derniers bitcoins auront été émis, les mineurs jugeront que les récompenses uniquement basées sur les frais de transaction ne seront pas suffisants. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là que peut-être la limite des 21 millions de bitcoins pourrait être amenée à être modifiée. En fait, il faut savoir que si 51% des mineurs et des validateurs et des nœuds arrivent à se mettre d'accord pour modifier ce consensus, ils pourront le faire. Aujourd'hui, il n'y a absolument aucun intérêt à le faire, bien au contraire, puisqu'aujourd'hui, cette limite de 21 millions de bitcoins, c'est ce qui fait, c'est ce qui contribue à sa rareté et qui contribue à tirer son prix vers le haut. Maintenant, encore une fois, quand les derniers bitcoins auront été créés, peut-être qu'à ce moment-là, il y aura un intérêt à changer cette limite pour maintenir la sécurité du réseau.
Je ne sais pas. De toute façon, comme je vous ai déjà dit, on ne sera plus là pour y voir normalement. Voilà, et donc si vous avez bien suivi, tout à l'heure, je vous ai dit que la blockchain Bitcoin, c'était une blockchain qui était décentralisée, transparente et immuable. Donc on va en venir à la transparence. Et aujourd'hui, donc vous voyez là à l'écran, je suis sur le site Blockstream Explorer, donc je vous mettrai le lien en description encore une fois. Et vous pouvez avoir accès à tous les derniers blocs qui ont été minés. Donc ici, on voit que le dernier bloc qui a été miné, c'est le 873 978. Et donc, il a été miné le 9 décembre 2024 à 18h26 et 13 secondes. Il contient 4202 transactions. Et là, on a donc la taille et le poids du bloc en question. Et si vous cliquez sur le bloc, vous allez avoir plus de détails. Vous voyez ici, vous allez avoir un certain nombre d'infos en plus. Et en dessous, vous allez avoir les transactions qui vont s'afficher. Et donc, vous pouvez littéralement tout consulter. Donc, alors, bien évidemment, la blockchain Bitcoin, c'est une blockchain qui est pseudonyme, c'est-à-dire que, comme je vous avais dit, il n'est pas marqué c'est monsieur Bernard Maurice qui a fait cette opération, mais vous avez bien donc ici une clé publique, hein, c'est cette clé publique qui a fait l'opération. Et si vous voulez voir au niveau de cette clé publique, quelle autre transaction aura été faite sur la blockchain Bitcoin via cette clé publique, et si vous voulez voir toutes les transactions qui auront été émises depuis cette clé publique, vous aurez la possibilité de le faire via les explorateurs de blockchain. Et donc, c'est aussi grâce à ça que si une opération illégale est détectée, par exemple, par l'administration fiscale, eh ben, ils pourront essayer de remonter toutes les opérations qui auront été effectuées avec cette clé publique et essayer de remonter jusqu'au moment où la conversion entre euros et crypto a été faite, puisque normalement cette conversion aura été faite depuis une plateforme centralisée type Binance, Kraken, Coinbase ou que sais-je d'autre, et que sur ce type de plateforme, vous êtes obligé de faire un KYC et donc de donner votre identité. Et donc c'est grâce à ça, potentiellement, que les administrations fiscales de certains pays ont réussi à remonter jusque des gens qui avaient fait des opérations illégales via la blockchain de vente de drogue, de vente d'armes ou que sais-je encore. Voilà, donc via les explorateurs de blockchain, comme vous venez de le voir, on peut voir les derniers blocs qui ont été émis, on peut voir toutes les transactions qui sont contenues dans ces blocs, et grâce aux clés publiques que vous voyez ici, vous pouvez essayer de voir toutes les transactions qui auront été faites depuis cette clé publique. Donc c'est bel et bien transparent, puisqu'aujourd'hui, par exemple, si on prend une banque, vous n'avez absolument pas accès à tout ça. Vous ne savez pas quelles opérations ont été faites, ni à quel moment, ni vers qui, ni pourquoi, ni comment. Là, vous n'avez pas le comment, c'est sûr, mais vous avez quand même accès à toutes les transactions, de savoir quand elles ont été faites, quels montants ont été envoyés, etc., etc. Donc vous pouvez vraiment avoir un maximum d'infos, hein, parce que vous voyez, vous avez même les montants ici qui auront été transférés. Et si vous allez sur plus de détails, vous avez encore plus d'informations, hein. Donc vous voyez, on va pas rentrer dans les détails puisque même pour moi, je pense que c'est trop technique. Mais vraiment, voilà, si vous voulez creuser et si vous avez des gens qui s'y connaissent, vous pouvez vraiment avoir un maximum d'infos sur les opérations qui sont enregistrées dans les blocs, quand est-ce que ça a été fait, vers qui ça a été envoyé, et vous pouvez vraiment savoir un maximum de choses. Donc c'est bien une blockchain qui est transparente.